Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct pour ce mercredi 15 juin 2016. Comme d'habitude, une heure d'information complète d'analyse. Le sujet principal aujourd'hui sera consacré au phénomène du terrorisme. Le terrorisme qui est un phénomène particulièrement néfaste et qui ne cesse d'ensanglanter les quatre coins du monde. Ce soir, dans notre émission, nous allons essayer de vous donner, ou d'analyser plutôt, et d'en conclure donc un résultat honnête, un diagnostic de ce que c'est le phénomène du terrorisme et de la nouvelle forme qu'il revêt. Nous aurions le plaisir d'accueillir avec nous Dr Hichem Youssef, analyste politique, Dr Tawfiq Limandos, également analyste politique. Et avant d'entamer notre débat à la fin de l'émission sur le sujet du terrorisme, nous allons avoir quelques commentaires sur les dernières déclarations d'Égyptaires et sur la situation des derniers résultats de l'avion, et toujours avec le suspense sur les deux boîtes noires qui n'ont toujours pas été retrouvées. Nous allons également avoir un commentaire détaillé sur les manifestations qui ne cessent de secouer la France à cause de la loi du travail. Et finalement, nous allons parler également de la tuerie d'Orlando qui a tué, ou qui a plutôt fait plus de 50 morts aux États-Unis. Que va faire l'administration américaine? Et cela donc sera toujours relié au terrorisme. Avant d'entamer notre émission, je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est le 10 Ramadan. Le 10 Ramadan, c'est une date qui reste gravée dans la mémoire des Égyptiens. Le 10 Ramadan, qui est le 6 octobre 1973, c'est la date c'est le jour, ou plutôt, où l'Égypte a décidé de mener la guerre contre Israël. Une date qui reste toujours gravée dans nos mémoires et qu'on commémore chaque fois le 10 du Ramadan. C'est aussi une victoire, un élément qui représente une victoire pour l'armée égyptienne, comment elle a pu briser le mur de la peur chez l'Égypte et chez les Égyptiens, et aussi chez les Arabes. Le 10 Ramadan, le 6 octobre 1973, une date inoubliable pour l'histoire de l'Égypte. Voilà, donc c'était donc une petite présentation avant d'entamer avant de vous inviter à suivre plutôt les commentaires. Notre collègue Ayachel et Sarah Mahrabi ont donc décidé aujourd'hui de parler ou de vous donner les dernières informations sur les déclaration des enquêteurs égyptiens qui aujourd'hui affirment toujours que le temps était en train de presser pour retrouver les enregistreurs de vol de l'avion d'Égyptair qui a disparu malheureusement le 19 mai dernier dans la Méditerranée, tuant donc les 56 personnes à bord. Les investigations donc pour tenter de déterminer les causes de l'accident de l'avion reliant Paris-Le Caire qui a disparu se poursuivent, mais toujours malheureusement les deux boîtes noires ne sont toujours pas trouvables, et donc le temps est en train de passer également. Ayachel vous donne plus de détails sur cette situation et les dernières déclarations plutôt des enquêteurs égyptiens. La commission d'enquête égyptienne a indiqué que les boîtes noires, qui n'ont pas toujours été retrouvées, cesseront d'émettre le 24 juin, celles-ci ayant une durée d'émission d'environ un mois. Le communiqué ajoute que les enquêteurs égyptiens ont accepté une demande américaine du Conseil national de la sécurité des transports de participer à l'enquête. Les enquêteurs égyptiens ont d'autre part confirmé ce qu'avaient déjà dit les autorités grecques, que l'appareil avait effectué un virage de 90 degrés à gauche, puis de 360 degrés à droite avant sa chute. Un bateau de la compagnie française équipé d'un robot sous-marin capable de localiser et récupérer à grande profondeur les boîtes noires est arrivé le 9 juin en Égypte pour rejoindre la zone du crash entre l'île grecque de Crète et l'Égypte. Un bâtiment de la marine française de la place avait détecté le 1er juin le signal d'une des boîtes noires entre la Crète et la côte nord de l'Égypte. Et les recherches se poursuivaient pour essayer de recevoir le signal de la balise de l'autre enregistreur, avait indiqué la semaine dernière à Paris le directeur du bureau d'enquête et d'analyse. L'hypothèse de l'attentat initialement mise en avant par l'Égypte a cédé du terrain au profit de celle de l'incident technique. Des alertes automatiques avaient en effet été émises par l'appareil
2 minutes avant sa chute, signalant de la fumée dans le cockpit et une défaillance de l'ordinateur gérant les commandes. L'Airbus transportait 66 occupants, dont 40 Égyptiens et 15 Français, lorsqu'il a soudainement disparu des écrans radars. C'était donc une présentation de notre collègue Sarah Al-Maghrabi, une préparation de notre collègue Ayachel. Et de suite, on enchaîne avec la dernière situation en France et cette loi de travail, une mobilisation qui persistait toujours hier, des manifestations à travers toute la France depuis mardi hier. Donc un nouveau déferlement de violence qui connut le pays pour la 9e journée de mobilisation contre le projet de loi Al-Khomri, actuellement qui est débattu au Sénat. Et il faut citer également que le 31 mars, le nombre de manifestants avait dépassé 400 000 manifestants, alors que cette fois-ci, 125 000 selon la police. C'était donc à l'appel de la intersyndicale que 1 300 000 personnes, selon la CGT, ont manifesté dans une cinquantaine de villes en France. Les syndicats espèrent toujours faire pression sur le gouvernement afin qu'il amende le texte qui prévoit notamment une décentralisation de la négociation sociale vers les entreprises. Voyons ce que fait la France aujourd'hui face à cette menace de mobilisation et de grève qui a frappé plusieurs secteurs en France, et également entre-temps qui coïncide donc parallèlement avec la tenue de l'Euro 2016 qui se tient toujours en France, mais sous alerte, grande alerte contre des frappes terroristes en France. Voyons comment est mobilisée la France pour faire face à ces deux phénomènes. Un rapport de 1 à 10, c'est peu dire que le chiffrage de la mobilisation contre le projet de loi El Khomri mardi 14 juin diffère selon qu'il est établi par le ministère de l'Intérieur ou par les syndicats. Selon les autorités, 125 000 personnes ont participé à la journée nationale, répondant à l'appel de 7 syndicats. La CGT avance, elle, le chiffre de 1,3 million de manifestants. Les divergences ne s'arrêtent pas là. Police et syndicats s'opposent également sur la dynamique du mouvement. Selon la police, la mobilisation a été au niveau national moins importante que lors du pic du 31 mars, où elle avait évoqué 400 000 manifestants au plan national. De son côté, la CGT situe la mobilisation juste au-dessus de celle de fin mars, quand elle avait compté 1,2 million dans les rues en France. Dans la capitale française, la journée a été marquée par des heurts violents avec la police, peu après que le cortège s'était lancé de la place d'Italie. Face aux craintes d'affrontements avec la police, environ 130 personnes avaient été interdites de participer mardi à Paris à la manifestation nationale. Selon le préfet de police de Paris, il s'agissait de personnes déjà interpellées lors de précédents défilés contre le projet de loi de réforme du Code du travail. Et enfin, je vous invite donc à suivre notre dernier commentaire sur ce phénomène plutôt de la fréquence des tueries aux États-Unis. Est-ce du terrorisme individuel? Est-ce des problèmes mentaux concernant les assaillants ou les tueurs? Nous ne savons toujours pas, mais de toute façon, ce commentaire vous invite à savoir plus de détails sur cette fréquence des tueries aux États-Unis, et dont la dernière à Orlando qui a fait plus de 50 morts sous les balles d'Omar Mati. Omar Mati, qui est d'origine afghane, selon bien sûr les services américains, et qui a tiré à l'intérieur d'un club gay. Les fusillades demeurent toujours donc un phénomène, comme on l'a cité, qui récure outre-Atlantique et sévissent sur tout le territoire américain. Je vous invite à suivre les détails avec Ayachel et Sarah Al-Maghrabi. Entre 1966 et 2012, les États-Unis ont connu 90 meurtres de masse. Outre la fusillade d'Orlando, la plus importante tuerie de masse du pays, d'autres ont marqué l'histoire, comme en 2012 à Aurora, dans un cinéma de Colorado,
ou à l'école élémentaire de Newton. Et encore, ces données ne tiennent pas compte des 4 dernières années où le phénomène s'est accéléré. Avec ces 90 meurtres de masse, les États-Unis ont connu un tiers des 292 attaques mondiales de la sorte sur les 50 dernières années. Une étude est révélatrice de plusieurs points communs concernant ces mass shootings. Les Américains ont plus de chances d'être victimes de ces attaques lorsqu'ils sont au travail ou à l'école. Mais être proche d'installations militaires augmente également les risques. Particularité américaine, le tireur possède souvent plus d'une arme alors que dans le reste du monde, il n'en possède qu'une seule. Cependant, le nombre de victimes par attaque est moins important aux États-Unis que dans les autres pays. Plusieurs chercheurs ont établi des théories afin d'expliquer le comportement de ce type de tireur. Si la maladie mentale est très souvent évoquée, les scientifiques vont plus loin en évoquant la pression que ressentent les personnes impliquées dans ces meurtres, mais aussi la volonté de contrôle ou encore l'isolement. Au sein d'une organisation terroriste comme Daesh, les tireurs seraient à la recherche de reconnaissance. Il y aurait même une sorte de compétition. Outre le fait de faire un maximum de morts et d'être célèbre, l'objectif consisterait à trouver un moyen innovant de tuer. Mais c'est aussi par un désir de célébrité que seraient commis ces actes.